radio, Tube et Info. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Destination Île de Ré, nous sommes ensemble jusqu'à midi et avant de prendre l'apéro, on ne saurait trop vous recommander que de nous suivre en vidéo bien évidemment, naradio.fr, île-de-ré.com et puis comme tous les jours, le jeu avec aujourd'hui un magnifique livre, on aura l'occasion d'y revenir et une bonne bourriche d'huîtres, bref, un ensemble plus que savoureux. Guillaume Barny, bonjour. Bonjour Nicolas. Tout le monde à Destination Île de Ré va bien ? Tout le monde va bien, c'est une excellente saison. Et alors aujourd'hui, Nicolas, c'est vraiment très difficile de faire cette émission entre 11h et midi. Tu vas voir qu'on va te donner envie de manger avec nos deux invités. Aujourd'hui, on va parler des produits du terroir, de notre terroir. Jean-François Benoît est avec nous. Bonjour Jean-François. Bonjour. Tout va bien ? Bon, très bien. On va parler huîtres ? Pourquoi pas ? Ah ben, Pourquoi on attend pas que ça. Oui, mais c'est vaste. Il y a une journée pour en parler. Il commence. Daniel Massé, bonjour. Bonjour. Daniel Massé que l'on connaît, que l'on voit sur différents sujets, que l'on a vu, que l'on verra sur l'antenne de Naradio, bien évidemment, en replay, les podcasts vidéo que vous pouvez retrouver également sur nos différents supports. Daniel, vous êtes un produit pur Île de Ré ? Ah oui, moi je suis né à Saint-Clément-des-Baleines, à l'hôtel Le Chaboté de mes grands-parents à ce moment-là. Et donc j'ai fait carrière à Saint-Clément-des-Baleines dans le restaurant Le Chaboté, qui existe toujours, donc il continue son activité. Et donc je suis surtout un ambassadeur des produits parce que ma passion pour la gastronomie rétaise, c'était justement de travailler les produits du terroir, de notre belle île. Et justement, il y a plein de choses à découvrir, savoureuses, dans cette île de Ré, qui sont travaillées par des gens du pays, et ce qui s'appelle le savoir du terroir. Le Chaboté, c'est un établissement qui a près de 100 ans. Le Chaboté a Qui près de 100 ans, il a 97 ans, je crois, un D'accord. truc comme ça. Oui, je crois que c'est 97 ans. 3 générations, 4e maintenant avec des jeunes repreneurs, et que je salue d'ailleurs. Et surtout, 2 femmes au fourneau avant moi. Ma grand-mère et ma mère, Suzanne. Ma grand-mère Olga et Suzanne, qui a pris la relève. Et puis ma grand-mère ayant fait un infarctus, a fait que ma mère reprenne le relais. Et puis moi j'ai pris le relais, mais ma mère, sachant que c'était difficile, a dit il faut que j'arrête parce que s'il y a un contretemps qui arrive malheureusement, il faut être prudent. Et moi j'ai fait pareil qu'elle, je me suis dit à 66 ans, il faut peut-être lever la voile un petit peu parce que... Donc du coup vous avez transmis à vos enfants ? J'ai transmis à un jeune couple talentueux qui a repris le Chaboté et qui reprend naturellement la même passion, c'est-à-dire la gastronomie avec les produits locaux. Guillaume ? Tu as vu, Nicolas, que Daniel porte le polo de Destination Île de Ré, tu sais pourquoi Je sais pas, parce que vous l'avez peut-être payé. Pas du tout. Daniel nous accompagne maintenant depuis plusieurs années à travers le club Saveur en Ré, en même temps que Jean-François d'ailleurs. Et alors il met en musique tous ces produits du terroir, que ce soit la pomme de terre, on a reçu Christophe Barter à un moment, que ce soit aussi les produits de la vigne, le sel, etc. Et donc il nous accompagne sur toutes nos opérations, à l'extérieur notamment celle avec le Stade Rochelet. On se déplace à Lyon, Clermont, Toulouse, et on aime avant tout, avant de mettre la destination touristique en valeur, mettre les produits du terroir en valeur. Et je trouve ce mariage très heureux, et je vous en remercie, Guillaume, parce que je trouve que la place de la gastronomie dans le tourisme, c'est évident. On va au Pays Basque, on sait ce qu'on va manger, on va à l'île de Ré, on découvre ce qu'il y a sur cette île, parce que plein de gens ne pensent pas qu'il y a du safran sur l'île de Ré, par exemple. Et bien justement, on fait des bonnes choses avec. On fait la moukla, un plat tout à fait typique. Et on mange des kebabs en Turquie. Oui, c'est ça, on leur laisse bien. Je provoque un peu. Jean-François, vous êtes un pur été ? Pas du tout. Dans l'âme, oui, mais à la base, je suis né en Charente-Maritime, à Barbezieux, donc voilà, c'est Charente 16. Et puis je suis arrivé ici, j'avais 10 ans, donc maintenant j'en ai 52, 51 à la fin de l'année, donc je me sens quand même bien arrêté dans l'âme. Donc ostréiculteur de profession ? Alors oui, ma mère, on est de Bourse-Franc, mes grands-parents sont de Bourse-Franc, donc ma mère avait appris le métier de bonheur dès l'âge de 12 ans, parce qu'à l'époque, nos anciens travaillaient de bonheur, et donc on a perduré le savoir que ma mère avait appris là-bas, et on a continué ici, on a été aidés par des ostréiculteurs locaux qui nous ont permis de nous lancer, mes parents. Puis moi, dès mes 16 ans, je suis sorti de l'école parce que je m'ennuyais un peu, ça arrive, on n'est pas tous faits pour les longues études, et je me suis épanoui dans l'ostréiculture, et toujours, parce que j'ai rien appris pour l'instant, je suis toujours en découverte. Ce métier est une découverte permanente. Entre parenthèses, très beau métier, mais très dur. Non, moi je suis pas d'accord. On aime bien, en fait, c'est quand il se passe rien qu'on s'ennuie dans ce métier.
On aime bien les tempêtes, on aime bien les pannes de tracteurs, les pannes de chaland, les pannes de moteur. Ça fait partie de nos habitudes. Tu vis avec la marée, forcément. Oui. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai amené l'objet qui correspond exactement à ce qui nous a été demandé. C'est que nous, notre objet essentiel... Déjà, il va nous refaire la ligne éditoriale et le conducteur de... Je suis désolé, je vais prendre l'avance, la transition était très bonne. Mais l'objet principal d'un ostréiculteur et ce qui est notre vie, c'est l'horaire des marées. Alors on ne l'avait pas prévu. Alors, en fait, il fait tout pour attirer le courroux de notre réalisateur parce qu'on n'avait pas prévu cela. Alors le temps que Jean-Claude trouve, peut-être que la marée sera passée d'ailleurs. Ça bien. Marée basse. Ouais. On nous a dit que vous étiez des professionnels, donc nous allons tester. Non, le pauvre. Allez Jean-Claude, Jean-Claude, le zoom il est là. Voilà, il est là. Je pense cette que caméra-là. Les horaires de marée 2018. La plupart des personnes savent ce que c'est qu'un horaire des marées. Donc, alors c'est toujours intéressant l'horaire des marées avec nos visiteurs là l'été qui nous posent souvent plein de questions. Guillaume, excusez-moi, les horaires des marées, oui, mais aussi en fonction de la lune, en fonction des vents. C'est énorme le changement total que peut avoir une huître dans son comportement, quelles que soient les saisons. Et là, Jean-François peut en parler plus précisément. Et nous qui sommes, par l'image, un métier viril, ostréiculteur, dur, notre patronne, c'est une femme, c'est la lune. Malgré toute l'image qu'on peut avoir, c'est elle qui nous gouverne. Donc une semaine sur deux, on accède à nos parcs, et puis la semaine, on ne peut pas y aller. On rentre des huîtres ou sur des dépôts en mer, ou dans les marais quand c'est la saison, mais c'est elle qui nous gouverne. Donc on l'assume complètement. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi l'horaire des marées. Madame la Lune, nous sommes un métier lunaire. Ta particularité, Jean-François, alors peut-être qu'on peut revenir un peu sur les huîtres et sur le métier d'ostréiculteur sur l'île de Ré. Vous êtes combien d'ostréiculteurs ? Actuellement, une cinquantaine d'entreprises, ce qui représente 120 personnes en tout qui vivent directement l'ostréiculture. Après, on a tout ce qui est autour, bien sûr, les artisans locaux et tout ce qui s'ensuit. Donc, on est quand même un petit bassin d'emploi intéressant. Voilà, ça représente quand même une partie de notre économie importante, Nicolas. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de l'huître sur l'île de Ré, si on compare avec les bassins autour, et notamment celui d'Oléron, peut-être ? Aucune comparaison. C'est le but de déguster des huîtres, c'est qu'il n'y a pas d'huître meilleure. C'est le consommateur qui trouve son plaisir à manger une huître. Donc sur l'île de Ré, on a un avantage, c'est qu'on a les terroirs différents. On a 2 endroits au sud qui peuvent être au sud. Enfin, Chauveau, Sainte-Marie, c'est plus du captage, mais on a surtout le Martret qui est une huître au sud qui est balayée par le Pertuis d'Antioche. Et on a, la plupart du temps, les concessions au nord, Fier d'Ars, Loie, La Flotte, qui sont des goûts différents selon le sol. Et justement, ce qu'a évoqué Daniel, la houle, le sable ou de la vase et autres. D'où la notion du terroir, justement. Exactement. Donc on joue là-dessus et ce qu'on dit aux consommateurs, c'est de ne pas hésiter à prendre contact avec le producteur pour qu'il demande naïvement d'où vient la production. Donc ça, on peut faire, Jean-François. C'est-à-dire que là, ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, on peut leur dire, allez à la rencontre des ostréiculteurs, poser des questions, déguster les produits avec eux. Mais bien sûr, le Martret n'a pas trop de rapprochement avec l'Oie et La Flotte, voilà. Après, on n'a pas besoin d'être sorti de la cuisse de Jupiter pour découvrir de se dire, oui, mais où la différence ? Je parle d'une huître mangée nature, pas de citron, parce que la première huître qu'on doit consommer, on doit la manger nature. La croquer, toujours, c'est plus facile. C'est pour digérer, pour l'estomac, c'est plus facile pour lui. Ensuite, bien couper le pied de l'huître, qui est les nutriments et le goût de l'huître est accompagné par le muscle. Donc, il faut bien racler la coquille pour le prendre. Et on peut avoir, même sans être professionnel du goût, voir quand même la variante. Ça, c'est génial. Peux-tu nous expliquer le principe d'affinage un petit peu ? Alors, on sait que c'est un peu une particularité, chez nous. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Alors, certains ostréiculteurs de l'île le font. On a l'affinage en mer, donc pour dire qu'on a des parcs justement qui sont les meilleurs sur le sol et au large généralement, et qui vont faire la finition de l'huître pour la vente. Et ensuite, on a l'affinage en marais. On commence vers le 15 octobre, donc on met nos huîtres sur le fond au marais. Mais ce qui veut dire que vos huîtres ne partent pas dans le Morbihan ou en Bretagne, comme c'est le cas de l'île d'Oléron. Je ne vais pas parler pour moi, parce que moi je ne le fais pas, je fais de la 100% arrêtaise. On est quelques-uns sur l'île, mais je ne vais pas lancer la polémique là-dessus, parce qu'on a des niveaux économiques variants selon les entreprises. On n'a pas, chacun définit ses choix. Et il y a quelques-uns le font. C'est une histoire de manque de place par rapport aux concessions. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée principale de ce changement de destination, c'est que le territoire n'est pas extensible sur l'estran. On ne peut pas faire les huîtres où on veut. D'abord, c'est défini par l'État. Et ensuite, si on surcharge une zone, on aura moins de croissance et moins de qualité du produit. Ce qui a fait que certaines personnes de l'île ont été obligées d'aller s'expatrier pour pouvoir gagner des surfaces. Mais certains n'ont pas tenté de tricher, justement ?
C'est à quel niveau? Au fait de, enfin, par rapport au fameux parquage, etc., on n'a pas tenté un peu de partir un peu plus à gauche, à droite C'est juste une histoire de croissance économique à la base, de partir plus loin. La croissance est meilleure dans le haut parce que les eaux sont plus fraîches Normandie-Bretagne, plus de plancton parce que l'eau est plus fraîche. Nous, on a la période de ponte où on a des pertus charentais qui font que les huîtres sont en lait et font la reproduction de l'huître. Donc on a des bassins naisseurs comme Arcachon. Donc pendant que les huîtres sont en lait en production, la pousse se stoppe. L'huître arrête d'être en croissance. Alors que la Normandie-Bretagne, du fait que l'eau est plus froide, désolé pour les Bretons et les Normands, c'est comme ça, les huîtres pondent moins, donc elles ne sont pas stoppées par la croissance. Elles continuent. Tu as fait le choix, Jean-François, d'avoir des huîtres qui sont nées sur l'île de Ré, que tu produis Charentaise, parce qu'il m'arrive d'avoir du captage de fourras, de Charente, parce qu'on n'a pas des années plus ou moins bonnes de captage sur l'île de Ré. Donc on se sert en complément un petit peu d'écloserie. Mais qui dit aujourd'hui que ces huîtres-là ne sont pas passées par le Morbihan? Il y a une traçabilité comme pour la viande de bœuf il y a une traçabilité intérieure de l'entreprise qui, pour les vétérinaires, a besoin de savoir chaque lot, sa provenance, sa mise en vente sur le marché. Donc on a des carnets de traçabilité pour Mais qu'en cas de c'est sur souci. du déclaratif. Est-ce qu'un vétérinaire peut, par exemple, sur la base de tests, savoir si effectivement elle est passée par la Bretagne ou pas? Oui, ils peuvent, avec oui, ils peuvent, bien sûr. Il y a des variétés d'huîtres aussi. Oui. Il y a Non, la ils peuvent. triploïde, Un peu comme la pomme, la golden, la Granny Smith, il y a des variétés d'huîtres. C'est très important. Tu peux développer. Oui, mais enfin, là-dessus. la base principale, c'est la gigas. Donc, on travaille Oui. sur l'huître japonaise Oui. suite à la mortalité de la portugaise dans les années 70. C'est ça, oui. Donc, de toute façon, la gigas aura le même goût. Après, moi, j'ai été juré au concours agricole pour la remise des médailles. Et j'ai été juré au concours des saveurs. Et même visuellement, quand on avait des huîtres pourtant qui se disent Charente-Maritime, visuellement, on le sait. Déjà, d'apparence, parce que je suis professionnel et que je m'intéresse aux autres terroirs de France, et par le goût. Donc on sait très bien si la personne triche ou pas. Après, moi, je peux pas me permettre, autour d'une table avec des consommateurs, de leur dire notez pas cette huître parce qu'elle n'est pas d'ici. Mais par contre, à la fin de la dégustation, je leur explique que c'est pas vraiment une huître qu'on peut médailler parce qu'elle n'est pas vraiment de chez nous. Et ça, logiquement, le cahier des charges des fraudes françaises oblige, pour une huître s'appelée Île de Ré ou huître Charente-Maritime, d'avoir les derniers 6 mois de sa vie dans nos pertuis. C'est la règle française des fraudes. Donc si les fraudes se mettent à contrôler la traçabilité par rapport aux données de l'entreprise, que les affaires maritimes des TTM ont, ils peuvent savoir si la personne triche ou pas. Et là, c'est aux fraudes de faire leur boulot. Jean-François, je m'excuse de te couper. Comment on peut affiner une si belle huître comme tu en fais pour la période de Noël, qui est vraiment la période où là, le produit est optimal par rapport à l'affinage et à la température? L'huître, elle est rêvée sur toutes les tables du monde. Donc comment on prépare une huître? À quelle saison on la prépare? On la positionne pour dire voilà, on va l'affiner pendant combien de mois? Et qu'est-ce que ça représente? On commence 15 octobre, donc on les met en fine de clair, donc en marais, sous l'appellation à la base fine de clair, parce que, alors là c'est un sujet qui va être vaste, c'est pour ça que j'ai demandé une journée, parce que le marais, on travaille sur les anciens marais salants, qui ont été remodelés suite à la chute de production de sel. Sur une époque, il y a eu la guerre, il y a eu pas mal de choses, que leur avait moins de valeur. Donc ça a été redistribué en clair à huîtres. Donc on s'est mis à faire des huîtres affinées dedans. Donc on n'a pas un terroir aussi riche que peut l'être le bord de Sedan de Marraine, où là ils ont une arrivée d'eau douce qui fait que l'huître, elle va être garantie normalement par une pluviométrie dosée, d'avoir un goût spécifique et un engraissement parfait. Nous, on est au large, donc on a plus de difficultés à avoir cet apport de douce, donc de faire engraisser l'huître. Donc en fait, on joue à pile ou face. On met nos huîtres au mois d'octobre pour éviter les tempêtes et qu'elles maigrissent en mer. On la met à l'abri de ces tempêtes pour qu'elles fassent continuer à prendre le goût du sol et de ne pas maigrir par le ressac de la houle. Alors comment tu peux prouver comment est fait on a cahier des charges pour la mise en clair. Ce que je veux surtout dire, c'est comment tu peux expliquer comment on peut produire une fine de clair et produire une spéciale, qui est là le moment optimal. Et bien là, c'est la fin grosse de l'année. surprise, parce qu'en fait, on met à la base, c'est pour ça que j'ai dit au début, on met le 15 octobre en fine de clair. Il nous faut, pour faire un joli marais, déjà s'en occuper. En ce moment, là, on appelle ça varinguer dans le langage rété, c'est-à-dire qu'on laisse marier le marais, pour pas qu'il s'étouffe trop, parce qu'on ne fait pas trop le faire craqueler par rapport au soleil. Donc on le laisse respirer, on le laisse reposer. Mi-septembre, on remplit en eau, avec le grand coefficient qui arrive d'équinoxe, on remet en eau. Et derrière, on remet les huîtres. Les nutriments sont bons, mais rien ne nous garantit par rapport à la salinité et le manque de pluie de pouvoir faire une huître exceptionnelle. Donc on met à la base en fine de clair, on les laisse jusqu'à Noël. Si elles sont pleines, parce que le climat nous a permis d'avoir une huître qui mérite de s'appeler spéciale, on la vendra en spécial. Si par contre on n'a pas de pluviométrie, pas de plancton, pas de nourriture, on la vendra fine de clair. C'est une question d'honnêteté. Excusez-nous de vous déranger à tous les deux, mais c'est tellement passionnant que finalement on pourrait presque partir. On va marquer une courte pause. Je vous rappelle qu'aujourd'hui il y a 2 lots fantastiques à gagner. Le livre de Daniel Massé, une excellente bourriche de Jean-François. Vous envoyez Naradio au 72 800. Une petite pause, à tout de suite.
ma radio, Tube et Info. Ils nous donnent envie de manger, ils sont toujours parmi nous, Daniel Massé, Jean-François Benoît. Merci d'être avec nous sur naradioîle-de-ré.com pour le suivi en vidéo et les podcasts de toutes ces émissions Destination Île-de-Ré avec Guillaume Barny. Guillaume, ça va ? Ça va, on Nous commence sommes à avoir tus. faim Oui, quand parce même. que alors il nous donne vraiment très faim. Entre Daniel et Jean-François, c'est le terroir à l'état pur. Je pense que c'est quand même le, je sais pas si je peux me permettre de dire ça, mais le gratin du terroir. C'est vrai. Alors, c'est vrai. Moi, je n'ai pas cette prétention. Non. C'est surtout l'amour des produits qu'on a tous les deux en commun et qui fait qu'on a des échanges très très intéressants et fructueux pour justement prouver à la clientèle, venez sur l'île de Ré, manger un vrai produit. Toi, Daniel, au Chaboté, tu cuisinais l'huître ? Absolument. Tu J'ai fais quoi ? cuisiné. Je faisais des huîtres chaudes par exemple. Bon, là, je peux la cuisiner à froid. C'est très très. Alors, huître chaude, comment vous la faites ? Parce que moi, je la fais. Alors, moi je fais un sabayon au pinot. Donc, non, une petite moi, D'accord, ok. Bon, cassez les mecs, voilà, on Le arrête. problème, c'est que je joue. Quand je fais quelque chose dans une recette, ma volonté, depuis une trentaine d'années, je me bats là-dessus, 35 ans au moins, c'était toujours de mettre les produits ensemble, faire une composition pour une recette de l'île de Ré. Et quand je dis le pinot, c'est pinot l'île de Ré, par exemple. Les huîtres de l'île de Ré. La petite sauce qui va avec, dans ce sabayon, eh bien, c'est du beurre de la région Poitou-Charentes, par exemple. Vous voyez, j'essaie toujours de mettre en rapport plusieurs produits de l'île de Ré pour faire une recette. Et c'est pour ça que ça s'appelle saveur du terroir. Mais Ton produit favori sur l'île de Ré, Daniel ? Alors, il y en a plusieurs, hein, il y en a trois. C'est le homard, le bar et à Charon, les moules. Les moules qui sont extraordinaires, sont voisines en face de la flotte. Donc ça, c'est un pertuis très intéressant parce que la moule, c'est un produit qui est facile à travailler. On peut faire des milliers de recettes et c'est savoureux. C'est toujours un bonheur de manger des moules. À cette saison, au mois de juin, on va avoir les premiers bouchots, par exemple. Eh bien, je peux vous dire que les moules, on peut les travailler froides, chaudes, tout ce qu'on veut du moment qu'on respecte la cuisson. C'est le leitmotiv, la cuisson. Et après, toute forme de choses pour se faire. Alors, naturellement, la mouclade, c'est régional. Avec le safran de Sainte-Marie, donc de notre amie Evelyne Ménager, c'est le bonheur. Les gens ne connaissent pas la mouclade. Les gens qui arrivent de Normandie ou autre, il n'y a pas ça là-bas. vous regrettez la malbouffe ? Alors, je ne voudrais pas être prétentieux, hein, mais je suis le coff de l'île de Ré, vous voyez, parce que là, je me bats là-dessus depuis 30-35 ans, pour la malbouffe, et 2, pour les produits île de Ré. Parce on découvre des choses, des produits qui sont censés être île de Ré, qui ne le sont pas. Et ça, c'est très important, disons bien déguisé. Voilà. Bien déguisé. Est-ce que vous pouvez ne pas prendre le problème à l'envers et envisager de créer une sorte de fast-food style McDo, Quick, KFC, mais qu'avec des produits de l'île de Ré ? Si les gens en veulent, pourquoi ne pas leur faire goûter d'autres saveurs, d'autres textures, d'autres façons ? Tu en trouves déjà pas mal dans les restaurants. Vous savez, on a un petit territoire. Non, mais avec un bon pain d'un bon boulanger, on peut peut-être faire un truc comme ça, non ? Oui. Ça peut vous plaire. Ça me Je vais plaît finir pas avec un trop coca. parce que j'attache beaucoup de choses. Non, vous savez, il y a des gens qui ne savent pas faire la cuisine. Eh bien, les choses simples sont les meilleures. Ça veut dire que le produit à la base, si on le respecte bien, qu'on ne le transforme pas trop, ça reste un moment de bonheur. Il suffit d'appeler juste à la fin, de mettre un peu de fleur de sel sur un produit, quel qu'il soit, et c'est déjà la joie. Donc ça, c'est un travail de fond. Manger simple et manger bon, c'est aujourd'hui d'actualité avec des regroupements de producteurs fermiers qui se produisent maintenant sur l'île de Ré et ailleurs. Et là, on dit halte à la grande distribution, on va vendre des vraies choses, vendre des vrais produits. C'est pareil pour les légumes, c'est la même chose. Vous avez plein de petits primeurs sur l'île de Ré. Ils vendent leurs vraies tomates. Ce pas des tomates qui viennent du Maroc et d'ailleurs qui sont bourrées d'antibiotiques et d'autres produits que je ne citerai pas. D'ailleurs, quand on achète des tomates en plein mois de décembre... Voilà, alors c'est pareil. On ne mange pas les légumes. Je sens que les légumes et les fruits, on les mange à la saison. Et surtout, on plante ces tomates après les saints de glace. Ouais. Le goût, c'est manger à la saison. Alors, pareil pour Jean-François, les huîtres. Quelle saison on déguste alors ? Est-ce que c'est vrai ? J'enchaîne, hein, je m'excuse. Est-ce que c'est vrai ? Allez-y, faites comme chez vous. Est-ce que c'est vrai qu'on ne passe pas... La tradition voulait, dans le temps, qu'on ne mange pas les huîtres dans les mois en R. Alors, à l'époque, la royauté voulait des huîtres tout le temps. Donc, c'est un produit qui était emmené à bras de charrette. Hein.
jusqu'à la Royauté, donc c'est des huîtres qui venaient de Normandie-Bretagne. Le transport par un temps pareil était trop long pour des huîtres qui étaient en lait, donc elles arrivaient et généralement elles n'étaient pas brillantes, parce que ça faisait quand même de la trotte à pied d'emmener des huîtres. Mais la Royauté ne s'occupait pas, ils voulaient le produit, comme certains d'ailleurs maintenant veulent des tomates en hiver ou des fraises en hiver, alors que c'est pas la saison. On est un petit peu sur la Royauté qui perdure. Enfin bon, bref. Donc en fait, maintenant on a des moyens de transport qui sont frigorifiques, et donc le produit se tient bien. Mais la base principale de l'huître, c'est que le dicton fait aussi vu qu'elle est en reproduction, cette huître elle est en lait, elle ne devrait pas être travaillée. Donc on est un petit peu en nature parce qu'on devrait la laisser tranquille. Voilà. Donc on a quand même, nous on travaille l'huître en lait spécifiquement, on travaille que de l'huile dorée et on n'a pas voulu faire un produit qui est rendu stérile. C'est un choix personnel, j'ai rien contre ceux qui le font, je suis pas là pour ça, il en faut pour tout le monde. Mais je trouve qu'elle fait partie des 4 goûts de l'huître dans l'année. Et on a des amateurs de ces huîtres en lait. Et qui elles sont en ce moment en lait, mais pour les gens qui ont connu les huîtres de ferraille qu'on faisait autrefois dans l'ostréiculture, elles étaient en lait, que ça coulait. Oui, il y a des gens qui viennent nous les chercher, qui sont déçus qu'elles ne soient pas assez en lait. Donc on a, nous, un accompagnement qui va parfaitement avec les huîtres en lait. Maintenant on met du poivre dessus. Tout à l'heure on a fait une petite dégustation avec Cédric avec des algues qui produit. Un peu de masseron alors. Oui, on a essayé le masseron, on a pris les algues d'algorithme aussi qui sont des ramasseurs d'algues. Il faut qu'elles soient un petit peu fraîches aussi quand même. Faut pas que l'huître soit vraiment... Ah non, de toute façon une huître elle doit se manger froide. Ouais. Voilà. C'est important. Froide et non glacée. Oui, et non glacée. C'est toujours agréable. Et donc, on s'amuse à mettre des petits condiments. Là, on va travailler en collaboration avec Loa, l'Estancia Bel Air, pour mettre au point la buissonnière quand on s'est réunis, pour essayer de trouver des herbes de l'île pour accompagner ça. Pourquoi ? Parce que notre clientèle de consommateurs, elle est vieillissante. Donc il faut qu'on capte la nouvelle génération, les nouvelles générations. Tu veux dire que les jeunes ne mangent plus d'huîtres ? Ils en mangent essentiellement, d'après ce qui nous a été les sorties qu'on a faites en promotion avec les huîtres Charente-Maritime, c'est de découvrir que les jeunes ne mangent qu'à Noël. Parce qu'ils n'y pensent pas. Donc on est dans une tendance où et pourtant, dans le temps, pourtant, quelque chose qui est très tendance et qui est très sympa, ce qui s'appelle un tuvert, le tuvert charentais, c'est-à-dire à 11h, casser la croûte sur le pouce avec quelques huîtres, un morceau de rayon charentais, un peu de pain de campagne, un verre de blanc. Ils n'ont plus le temps. Ça s'appelle un tuvert. Un pont les bonaises. Et ben je peux vous dire que ça vaut qu'un bonhomme, je peux vous dire. Parce que ça, c'est vraiment... Ah oui, c'est l'heure où on capte le palais, capte le plus tous les éléments qu'on va absorber. Daniel, c'est quoi la journée parfaite pour vous ? Par exemple, moi, heureusement, je me lève à 4h du matin. Moi plus tard, 5h15. Ouais, mais alors, je suis battu. Oui, mais il faut bien présenter la matinale. Mais alors, le matin, qu'est-ce qu'on peut prendre comme produit du terroir ? Admettons, je laisse le café, parce que c'est vrai que je suis le premier à prendre toutes ces conneries. Moi, personnellement, je prends une dizaine de cafés le matin, donc c'est peut-être un peu trop, mais qu'est-ce que je peux prendre à la place si je devais me concentrer ? Alors, on a notre assistant réel qui est vegan, par exemple, bien que parfois... il aime bien le poulet. Vous avez un choix de fruits intéressant pour le matin. Vous avez un choix de fruits dès le matin. Vous avez alors qu'est-ce que je fais ? Vous avez pamplemousse, vous avez la banane, vous avez... Oui, mais ça, c'est pas des fruits locaux. Non, non, mais moi je vous parle, puisque vous parliez du fait que vous étiez un petit peu comme Jean-Pierre Coff. Vous parlez du petit déjeuner. Moi je ne veux que des produits locaux. Alors trouvez-moi un petit déjeuner à base de produits locaux. Ça va être difficile de trouver des produits locaux au petit déjeuner parce qu'on est tous fiers de boire notre café ou notre thé avec. Mais on n'a pas une terre à caféier. Et s'il y a des bons boulangers, on peut travailler avec un très bon pain de campagne grillé. Je peux vous dire qu'une confiture maison à 30% de sucre, ça passe très très bien. Ça, c'est un exemple type, hein. Mais il y a aussi des petites salades de fruits qui sont très sympas. Bon, en ce qui concerne le petit déjeuner, je ne pourrais pas me battre. Alors le casse-croûte du matin. La fraise, Daniel. Mais, oui, la fraise, par exemple, oui. Il y a des fruits de saison et de l'huile. Oui, c'est ça. Mais en ce qui concerne un repas, on est sur un domaine du poisson ici. Il y a du poisson dans l'île dorée. Hein. Il y a des coquillages, il y a des palourdes, il y a les huîtres, des petites huîtres numéro 4 à 11h le matin, 6 huîtres, ça suffit. Ça, c'est le bonheur. Daniel, je suis d'accord avec vous et je trouve ce discours franchement génial. Mais en revanche, vous me parlez d'huîtres, de poissons, de moules... Et la viande là-dedans, mince, la viande, vous n'en parlez pas ? Alors, j'en parle pas beaucoup parce que, d'abord, dans mon restaurant, je travaillais 95% de poisson parce que les gens étaient amoureux du poisson, ils venaient manger du poisson chez moi. Donc, c'est vrai que la viande, j'en mange pas beaucoup. Je mange beaucoup de la volaille, je mange un petit peu de bœuf, mais très très peu. Et c'est vrai, je reconnais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment la viande. Mais je leur laisse libre choix. Il y a des bons produits, attention. Hein. Il y a des lapins fermiers, il y a des porcs fermiers, il y a des choses qui sont encore bien élaborées, même autour de notre périmètre Rochelet. Hein. Naturellement, tout ne vient pas sur l'île dorée. Hein. Mais en ce qui concerne tout ce genre de produits, on peut les travailler simplement
et se régaler. La base, c'est de respecter le produit dans ses cuissons, dans ses origines. Et alors maintenant, on a de plus en plus de produits d'appellation protégée, c'est très important. Je prends l'exemple de la pomme de terre de l'île Dorée, qui est un produit au summum. C'est un produit qui a un cahier des charges rigoureux. C'est vrai qu'on dira la pomme de terre d'île Dorée, elle est chère. Oui, mais attendez, quel goût elle a? Elle est unique. Comment les pommes de terre, Daniel? Comment? Pommes de terre d'île Dorée, tu les cuisines Alors comment? le premier test qu'on peut faire pour vraiment l'apprécier, c'est les cuire à la vapeur, déjà. Oui. La grenaille, ce qu'on appelle On la enlève petite. la peau ou on n'enlève On pas enlève la peau? Non, on n'enlève pas la peau. À la vapeur, on n'enlève pas la peau. Il y a quelle valeur Valeur nutritive, c'est Ouais. important pour le goût aussi. D'accord. Hein. Et alors, ce qui est important, c'est justement pour la goûter neutre, sans fleur de sel, sans autre additif. C'est-à-dire que vous avez le goût de la Mais elle pomme est de pas terre. trop fade? Elle a goût de Pas quoi? du tout, pas du tout. Elle a un goût sucré-sablé parce Ouais. qu'on a des terres sablonneuses C'est ça. et avec des arômes très particuliers. Et ça, quand on fait cuire les pommes de terre, par exemple, on a juste à mettre la main au-dessus de la vapeur, on lève le couvercle et on sent, on dirait que c'est comme un bébé. Oui, ça sent le bébé. Voilà, c'est la même chose. La pomme de terre, c'est comme un bébé. Vous avez un Ça sent drôle de bon. sens de la métaphore, Voilà. mais Et Voilà une ça, belle phrase alors, marketing, la pomme de ça terre, se c'est comme un capte, bébé. ça se Ouais. capte, ça. Ça s'apprend très rapidement. Actuellement, je fais partie maintenant du test organoleptique qui est fait toutes les semaines à la coopérative de l'île Dorée pour tester les pommes de terre pour voir si elles ont le critère pour être arrachées et vendues. Parce que certaines pommes de terre se sont mal comportées ou ont été éventuellement le terrain n'a pas réagi donc comme il certains le goûtent fallait. le vin, vous c'est les pommes de terre. Comment? Certains goûtent le vin, vous ce sont les pommes de terre. Alors le vin c'est très bien aussi, mais la pomme de terre c'est perceptible par tout le monde ne boit pas de vin. Hein. La pomme de terre, on peut la première façon de déguster c'est en vapeur. Ensuite on peut la rissoler, on peut la faire en cocotte, enfin il y a plein de façons de la travailler, mais c'est toujours un bonheur. Ça reste le produit qu'on a est unique ailleurs, on ne le trouve pas. Cette notion de goût, elle explique le cahier des charges. Et surtout, le climat. C'est quoi le climat? C'est des embruns sur nos terrains, parce que l'hiver, c'est comme les ostréiculteurs. Les pommes de terre ramassent des embruns, parce que Saint-Clément-des-Baleines, à la Couarde, à Ars, eh bien, les terrains sont, je dirais, enveloppés par les embruns qui passent largement au-dessus et qui viennent sur les maisons un kilomètre plus loin. Ça fait partie de l'ensemble des choses. Et puis le microclimat, naturellement, le Gulf Stream qui passe derrière la flotte, qui, lui, nous amène de la chaleur, renvoie les orages et balaye le mauvais vent, ce qui permet d'avoir un climat tempéré. Et au moment où, quand elles sont plantées au mois de mars, exceptionnellement cette année, on a un hiver particulier, au moment où ça gèle ailleurs, ça ne gèle pas, parce que naturellement, les pommes de terre primeurs, quand elles prennent un petit coup de gel, c'est très compliqué pour la récolte, et il faut continuer d'enchaîner pour les prochaines tubercules. Daniel, le débat sur le bio, les pesticides, le glyphosate, l'agriculture, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu te positionnes par rapport à tout ça? Alors je me positionne que... à double titre, parce que je suis chasseur, en plus, j'ai tous les défauts. Hein. J'aime bien manger, j'aime la pêche, j'aime la chasse, et alors je vois les parcelles de Il terrain change de d'île femme, Dorée. il boit beaucoup et il fume. Je vois les parcelles de terrain Voilà. d'île Dorée qui sont de plus en Tous plus les propres, et ça m'inquiète un petit peu. Ouais. Ah oui. C'est vrai que les agriculteurs font très bien leur travail, je ne critique pas, hein. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai vu encore des appareils qui passaient certains produits sur les territoires. Je pense que maintenant, il me semble que j'ai cru entendre à la coopérative de l'île Dorée que le cahier des charges allait être se très, durcir. très rigoureusement respecté. Et on va maintenant sur une agriculture de plus en plus raisonnée avec le moins en moins de traitements. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour nos produits. Et surtout Pourquoi? pour Parce nous. que... Et donc vous êtes pour le bio concrètement? Pas spécialement pour le bio. Le bio, c'est bien. Mais je pense qu'avant d'être en bio, si tout le monde commence à faire vraiment du bien raisonné, passer de 50% à seulement 20% de traitement, déjà ça sera un gros progrès. Ça viendra tout doucement. ça, aux Il y a yeux des des formules, consommateurs, il y a des Daniel, formules naturelles en plus. Daniel, aux yeux des consommateurs, très bien, mais ça reste que statistique. C'est-à-dire que 50%, 30%, ça reste totalement illisible pour le grand public. Oui, parce mais que c'est comme si on n'avait rien fait, puisqu'il y en a quand vous voyez encore. dans la presse, dans les vignobles, que je ne vais pas citer les noms parce que je ne veux pas leur faire de mal, ils font tous leur métier comme ils le peuvent. Attention, auquel vous pensiez? Mais non, je ne vais pas vous le dire. Non, parce que je suis de Quand Saint-Émilion, alors, des écoles qui sont près d'un vignoble, par exemple, dans des petits bourgs, eh bien que les enfants étaient malades parce que le vent s'est envolé ouais. sur la cour de classe et que les gamins ont eu une allergie. Ben, vous voyez, par exemple, c'est un exemple. Ça, il va falloir que ça diminue, il va falloir faire quelque chose. Nous avons un ministre pour cela, monsieur. Et j'espère qu'il est en train d'y réfléchir. Il faut la faire très très vite. Jean-François, est-ce qu'on peut faire une huître bio? Ah, ça existe. Oui. Alors, Qu'est-ce qu'elle a de c'est- plus qu'une huître classique? C'est un peu... voilà, moi j'ai du mal. Il m'arrive d'être consommateur bio sur certains produits.
Parce que j'ai besoin, mais bio circuit court, hein, pas du bio qui vient du bout du monde, attention, parce que c'est bien beau d'acheter du bio, mais il faut acheter du bio local. Oui. Même s'il n'est pas bio, le gars, on sait qu'il bosse bien. Attendez, Parce que du Jean-François, coup, vous y l'Argentine- croyez au bio de Chine, vous, franchement? Non, pas du tout. Puis c'est contre-productif de faire venir un produit du bout du monde. Pourquoi acheter bio un produit qui a fait 6000 km? C'est ridicule. Non, mais surtout qu'il y a quand même les émissions de gaz. Oui, enfin, tout ce qui tout à s'en fait, coûte derrière. En plus. Donc l'huître bio, non, en mais fait. en plus. enfin, moi, je trouve que c'est totalement hypocrite. Voilà. Bien ce sûr, on est discours-là. d'accord. Donc, Il faut que les tout à gens, c'est pas le logo, c'est pour ça que je rejoins Daniel. Il y a des gens qui c'est travaillent. comme le très logo bien. européen, si vous voulez. Ouais. Enfin, excusez-moi, j'ai rien contre l'Union européenne parce que c'est utile sur bien des choses. Mais quand on voit qu'un produit peut arriver éventuellement d'un pays aussi lointain que la Roumanie, etc. Enfin, il vient pas par une cigogne le produit. Enfin, je sais pas, mais non. Enfin, qu'est-ce que vous Ah en mais pensez? complètement, alors là c'est un débat, si on attaque là-dessus, alors je vais juste expliquer quand même que Il va nous L'huître prendre une bio, semaine. dis-nous Ouais, sur l'huître bio. parce que là la Roumanie c'est un sujet où l'expropriation des Roumains par des producteurs français pour faire du bio et étrangers n'a pas été joli, donc en plus quand on achète un produit roumain en bio, Sans compter la main-d'œuvre, et qu'il y a le initialement, il y a social quelques années derrière, encore. l'environnemental et l'identitaire qui a été pris par des mamies de lobbying pour Bien faire sûr. du bio, moi là-dessus, voilà, juste en aparté. Donc l'huître bio, on va revenir. Je trouve ça intéressant, mais je ne vois pas l'utilité. Parce qu'on est sur le même modèle, les gens ne se fixent pas sur la qualité du produit, ils se fixent sur l'étiquette bio. Donc c'est un peu dommageable. En fait, c'est une huître qui est prise en mer, qui vient du même secteur que nous, et comme elle est mise en marais, et que le marais a été contrôlé par rapport à d'éventuels métaux lourds qui sont faits aussi pour le sel, des recherches de cadmium, de plomb et autres, dont l'île de Ré n'est pas trop touchée, même il y a pratiquement, les études sont très bonnes, par rapport au Médoc, où là il y a eu des soucis avec le cadmium, parce qu'en Dordogne, il y avait des soucis d'usines qui fabriquaient des piles, et ça a été reporté jusqu'en histoire de la Gironde. L'île de Ré n'a pas de souci. Donc le bio, en fait, c'est une huître qu'on prend de mer et qu'on met dans le marais. Et comme il a été contrôlé sur les métaux lourds, elle passe en bio, parce qu'elle a passé 3 semaines ou un mois sur ce secteur. Et on la vend plus cher, l'huître bio? Oui, normalement oui, mais ça marche très bien pour les citadins, mais localement, c'est très difficile de faire absorber un casseron, parce que nous on fait surtout des rapports avec Ouais. des gens du nord de l'île qui ont mangé des huîtres depuis toujours, et quand on leur explique l'huître bio, c'est drôle. Là, ça vaut une caméra cachée. Combien ça coûte la douzaine d'huîtres sur l'île de Ré, Jean-François, en moyenne? Alors le numéro 3, ça va de 5,50 la douzaine ou le kilo jusqu'à 7, oui. Tiens, d'ailleurs, alors, vous venez de faire une précision. Moi, j'ai jamais compris pourquoi on vendait des huîtres au kilo. C'est un choix, simplement. Mais une huître, ça fait combien de grammes? Mais ça dépend le calibrage, justement. C'est pour ça qu'on a des numéros. Numéro 5, c'est 40. Le 4 commence à 46 grammes. 46-66 grammes. Le numéro 3 commence à 67 grammes, je crois, ou 66 grammes, 86 grammes, et ainsi de suite. Donc en fait, c'est l'huître par rapport au numéro qui définit. Donc l'avantage de vendre au poids, c'est qu'on a des huîtres qui peuvent être lourdes et valorisées par le fait de vendre au poids, parce que là, le consommateur ne se retrouve pas toujours avec 12. Ou alors il paye plus cher son kilo, en fait. Et enfin bon, après c'est des choix, ça ne s'explique pas. Nous on a toujours travaillé la douzaine parce que du fait de faire le marché toute l'année et qu'on est dehors, une balance avec le vent et toutes les intempéries, c'est pas facile à gérer. Donc le consommateur peut être un peu lésé ou pas. Ça veut dire ou que si voler. j'achète des huîtres chez toi et qu'il y a du vent, je peux en prendre 14 à la douzaine. Parce que non, mais nous à la douzaine, on est sûr que le consommateur il en aura vraiment son poids et qu'il sera Parce pas que lésé c'est sur le moi, prix. parce que c'est moi. Le prix est fixe, voilà, c'est juste une contrainte climatique, surtout à la base, de faire les marchés dehors. On n'a pas le matériel qui correspond exactement aux intempéries. Quand Oui. on met 2 planches et un tréteau, et des tréteaux, c'est pas facile avec le parasol, s'agite et la balance, elle n'est pas toujours. Voilà, c'est compliqué. Vous, C'est rest- notre choix, nous. vous restez avec nous, Jean-François Daniel. C'est la dernière poche. Je vous rappelle que vous pouvez gagner le magnifique livre de Daniel, La grande cuisine de Lille. Alors, je vais vous Le livre montrer. dédicacé. Le livre hein, dédicacé, bien évidemment. Jean-Claude va nous le montrer dans quelques instants. Et puis il y a également une belle bourriche d'huîtres de Jean-François Benoît et de son groupement agricole qu'il dirige. Le voici, ce magnifique livre. Vous pouvez le voir bien évidemment en vidéo par le biais de ilderé.com. Vous envoyez tout de suite un SMS Naradio au 72 800. Courte pause, à tout de suite. Naradio, Tube et Info. Il nous reste quelques minutes avant d'arriver lentement mais sûrement vers midi. Merci de votre fidélité. ilderé.com pour suivre cette émission en vidéo bien évidemment, et tous les replays et podcasts sur nos différents
service. Daniel Massé est avec nous. Daniel, tout va bien? Vous nous avez donné faim avec Tout va Guillaume. bien, je pensais qu'on avait l'apéro, mais j'attends. Non, écoutez, alors chez nous, la petite entreprise connaît la crise. Et Jean-François Benoît, ça va? Oh ben très bien, moi dans l'idée qu'il a faim, ça veut dire qu'il a mangé dans son coffre et comme j'en pars avec lui. Ah ben voilà, comme quoi Je vais me régaler. vous prévoyez tout. En tout cas, nous sommes en train de travailler dur avec Guillaume pour évoquer Île de Ré Saveur. C'est un peu l'angle, un des 8 angles que nous abordons durant tout l'été sur notre antenne jusqu'au 31 août. Guillaume, huîtres, les bons petits plats, c'est la vie de l'Île de Ré. Oui, tout à fait. À la fois la vie permanente et puis la vie qu'on propose à nos visiteurs qui nous rejoignent tout au long de la saison. C'est ça qui est important, c'est ça qu'on met en avant. Alors il y a les produits et puis il y a les hommes derrière. Hein, et on attache une grande importance à ce tissu économique lié à l'agriculture. C'est là qu'on voit un petit peu l'histoire de l'Île de Ré. On a vu les sauniers, on a vu les vignerons. Voilà, ça c'est une parenthèse, Guillaume, excusez-moi, très importante. Oui. Moi, c'est mon souhait depuis plus de 35 ans que je fais la promo pour les produits du terroir, dans mon entreprise et ailleurs. Mais ce que je veux voir et continuer de voir, ça me fait plaisir, parce que je vois que cette année, la CDC a mis en place plus de 450 hectares nouveaux d'espace pour cultiver, que ce soit pommes de terre ou autre. Ça veut dire que la CDC a pris en charge le potentiel qu'il y avait sur l'agriculture et qu'elle veut surtout que le canevas économique qu'il y a sur l'île de Ré, que ce ne soit pas comme Cuba, que ce soit vraiment un canevas avec des variations de couleurs et autres de toutes les choses qui peuvent pousser sur l'île de Ré. On le voit quand on roule, on voit un champ de blé, on voit des pommes de terre, on voit des fleurs, on voit des petits légumiers, des petits primeurs qui poussent, on voit des fraises. Et ça, pour les gens qui se baladent à vélo, bah oui, c'est bien le vélo, très très bien, mais ça donne faim. Et là, on dit, bah tiens, voilà, on va apprécier parce qu'on sait pourquoi on traverse le territoire de l'île de Ré. C'est partout des produits du terroir qui poussent autour, avec un canevas de couleurs que je ne précise pas. Je suis tellement chauvin qu'il y a même des coquelicots qui s'y greffent. C'est le bonheur. Et puis c'est un laboratoire d'idées aussi, hein, parce qu'on voit quand même des gens qui s'installent et qui font de belles choses. Voilà, Enfin, je vais rebondir. Tu parles de la CDC. Oui, la CDC est un très bon partenaire. Ils ont très bien réagi. Mais ce qui a permis que la CDC soit quand même réactive, elle aurait pu ne pas l'être, c'est qu'il y a eu des jeunes agriculteurs de nouvelle génération qui arrivent, dont on parlait des pesticides ou autres, des jeunes qui reprennent la relève, qui travaillent très bien. Très bien. Et grâce à eux, ils ont réussi à convaincre les élus de les suivre, de récupérer de nouvelles terres pour faire des rotations, pour éviter les traitements chimiques, parce que la terre a besoin, on n'a pas une terre très riche, l'île de Ré. Donc on est obligé de la travailler, de laisser reposer. Donc le blé et l'orge font partie du renouvellement de la terre. Et il nous faut des hectares supplémentaires. Donc cette jeunesse qui est arrivée là, c'est l'avenir de l'île de Ré. Voilà ce qui remplit nos écoles, ce qui fait la vie à l'année. C'est ces gens-là qui ont poussé ces dossiers. Et bravo aux élus de la CDC d'avoir c'est pour ça que j'ai souligné justement. Mais il y a eu du vrai travail de fond. Ces choses-là, et justement dans la continuité. Parce que les générations s'essoufflent. Et c'est pas un métier facile, j'en ai bien d'accord. Il n'y a jamais une saison pareille. Oui, exemple, mais pour le sel, c'est la passion qui parle. Mais on a une chance, c'est que puisqu'il y a un cahier des charges assez rigoureux sur les produits du terroir, eh bien l'île de Ré est un produit qui se vend bien. C'est-à-dire que la saveur que nous avons à offrir à nos tourismes, les gastronomes, eh bien, elle plaît parce que c'est quelque chose qui a du goût, c'est quelque chose qui a du terroir. On essaye au mieux, on n'a pas la prétention d'être les meilleurs du monde, mais on veut proposer quelque chose. Mais ce côté naturel, justement, naturel. Oui. On est sur un site protégé. Ce qui est très important, c'est un site classé, protégé. Alors, parce que le temps passe rapidement, mais est-ce que vous nous avez amené un objet tous les deux, Jean-François? Mais moi, je vous ai glissé tout à l'heure. Ah, c'est vrai. Mais vous voyez, ça commence comme ça. Oui. Je l'ai déjà dit. Donc, alors, du coup, moi, on a l'objet de Daniel. Je vous ai amené ma petite gourbeille. Ça, c'est la première que j'ai eue quand j'étais petit. Alors, elle est juste en dessous, si Jean-Claude, voilà. On la voit sur ce plan-là de Jean-Claude Marmier. C'est ma gourbeille, et c'est la première que j'ai quand j'étais petit. C'est un monsieur de Sainte-Marie qui me l'avait offerte. Ah oui, parce que l'étiquette Panicci. Elle était faite avec de l'osier. L'osier, c'est un petit arbuste qui pousse, on met ça généralement au bout des vignes. Et avec quelques morceaux de bois, les gens du pays faisaient cette forme-là. C'est-à-dire c'est pour retenir le poisson, pour qu'un poids qui se puisse s'échapper. On va regarder là, à l'écran, la voici. Avec et on met une petite lanière de cuir autour et on la met autour du dos. On pourrait presque mettre des pibales dedans. On peut mettre des crevettes. Des crevettes, par exemple. Alors pourquoi cette petite gourbeille? C'est que j'avais 9 ans et j'allais à la pêche avec mon père dans les pêcheries au phare des baleines.
parce que quand on était jeune, on allait à la pêche pour manger. Il ne faut pas l'oublier que les retraités attachaient beaucoup d'importance à leur vie alimentaire et avec peu de besoins, aller pêcher le poisson, les huîtres, les crevettes, tout. On mangeait pratiquement 80% de production locale, à part quelques gens qui voulaient élever des volailles ou éventuellement une ou deux chèvres, faire leur fromage et autres. C'était comme ça dans le temps. Et cette gourbaille, c'était ma première, donc c'est vraiment quelque chose avec lequel je suis passionné. Et depuis, naturellement, j'ai beaucoup pêché, mais je pêchais la nuit. Ma passion, c'est de pêcher le bar la nuit dans les vagues, au pied du phare des baleines, avec des coefficients de 90-100. Alors, c'est une tradition. Je rebondis tout de suite sur le fait qu'il a expliqué son enfance, mais que la pêche dans les écluses et autres est interdite. On le signale bien quand même pour nos auditeurs, de faire attention à bien respecter les réglementations de pêche, d'aller Surtout pêcher qu'on dans les peut prendre un écluses. PV, puis qu'il y a une vraie dangerosité. Bah, c'est réglementé, et c'est puis- normal. Et puis il y a quand même des bénévoles qui s'occupent de la Oui. mise en état permanente de Voilà. ces écluses, donc Oui. il faut il faut le Absolument. avoir, Oui, c'est prendre vrai, l'honneur. tu as raison de rappeler quelques règles quand même de la pêche Oui. à pied aussi. Hein. Oui, Voilà. On va c'est se rapprocher des essentiel parcs à pour huîtres perdurer également. notre patrimoine et Voilà. qu'il y ait encore des bénévoles qui baissent pas les bras, qu'ils aient quand même un peu le fruit, parce que même les pêcheries pêchent, ça donne moins bien qu'avant. Ah Mais oui, c'est symbolique oui. et c'est une réunion de bénévoles Alors, qui est essentielle. Donc Le faire attention à problème, bien respecter ces on ne peut pas règlements. polémiquer dans une radio, mais ce que je veux dire, au large du phare des baleines, on voit des gros bateaux professionnels qui viennent avec 7-8 km de filet. Et ils Voilà. arrivent avec Gros sujet. je ne sais combien de tonnes de poissons au port de pêche de La Rochelle. Je trouve ça très embêtant parce que naturellement, en un coup de filet, on ramasse 5-6 tonnes de bar, par exemple. Donc avant de ramasser 5-6 tonnes de... Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, on détruit crevettes. un endroit, on détruit un site, et c'est pas ça la pêche pour moi. Quand j'étais restaurateur, j'allais chercher mes poissons au port de pêche de La Rochelle, à la Criée, et je prenais des poissons de ligne, parce que je sais très bien que les petits bateaux partent le matin très tôt et rentrent en fin de matinée, donc un poisson du jour. Et là, je peux vous dire, ça a une autre saveur qu'un poisson qui est écrasé dans un filet, ce qu'on appelle le pélagique, par exemple. C'est une méthode de pêche que je conteste, parce qu'on est en train de tuer tous les poissons, tout ce qui est en dessous, tout est raclé, et c'est pas ça la pêche. À l'avenir, il faut maîtriser. Alors, ces messieurs les Européens, qui prennent un petit peu leur taureau par les cornes, et puis dire à Bruxelles, voilà, Vous aurez le l'occasion de le dire, pélagique, c'est on va bientôt les l'interdire, on élections va faire une européennes. pêche maîtrisée. Voilà. Vous aurez l'occasion de le dire, c'est bientôt les élections européennes, Daniel. Je ne me gênerai pas, j'avais demandé, je vais vous dire, j'allais jusqu'au bout de ma pensée. J'avais demandé à M. Raffarin, à ce moment-là, qui était Premier ministre, quand j'étais restaurateur, que je connaissais très bien d'ailleurs, de trouver un cahier des charges, une traçabilité, de créer une traçabilité pour les restaurateurs, poissons d'aquaculture, poissons sauvages, que ce soit marqué à l'extérieur, parce que naturellement, c'est pas le même prix et c'est pas la même qualité. Eh bien, c'est fait. Aujourd'hui, quand vous êtes dans un restaurant, on sait très bien si on mange poisson aquaculture ou poisson sauvage. Et je trouve ça très très bien. Et c'est la même chose chez les poissonniers. Et voilà un grand pas d'avancée pour la qualité de la gastronomie, que ce soit à l'île de Ré ou ailleurs. Maintenant que vous n'avez plus de resto, vous vous contentez, entre guillemets, parce que je pense que c'est chronophage, de défendre votre territoire, l'île de Ré, et ses valeurs, son terroir, son territoire. Alors, pleinement, grâce à M. Barny, qui m'a dit, Daniel, tu montes dans le train et Destination Île de Ré a besoin de toi parce que il il vous faut a pas fait promouvoir payer, les il vous produits a pas fait payer le ticket. à l'extérieur. Il vous a pas fait payer le ticket quand même. Non, mais il m'a dit, bon. il faut promouvoir les produits extérieurs. On a besoin de toi. Et pour lier justement la façon de vendre le produit Île de Ré, c'est-à-dire le tourisme, le vélo, mais aussi bien manger sur ce petit territoire. Merci. Et Daniel et Jean-François, excuse-moi, sont vraiment d'excellents ambassadeurs du territoire et on travaille très bien avec eux. Merci Jean-François. J'ai encore plein de choses à dire. moi. Oui, eh bien, on vous fera revenir. Merci Daniel, parce que après on va être en Merci. retard pour les infos de midi. Merci Guillaume. Merci Nicolas. On remercie ce bon vieux Jean-Claude. Très bonne journée à tous et bon appétit. La radio, Tube et Info.